Nous allons maintenant accueillir deux acteurs majeurs de l'économie régionale, les agences de notation. Pour parler donc de la dette des marchés souverains, je vais d'abord inviter le directeur général de GCR Ratings West Africa, qui va nous parler de la notation financière régionale en monnaie locale. J'ai nommé M. Anwar Hassoun. Sous vos applaudissements. Bonjour à tous, chers amis. Je tiens à remercier à l'entame de cette présentation l'agence Humois Titres pour la très aimable invitation pour parler de la notation financière des 4 États qui nous ont été confiés, à savoir, dans l'ordre, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Donc j'espère que ma présentation sera chargée, la voici. Et au départ, j'aimerais vous dire que comme nous n'avons que 20 minutes pour parler de ces 4 notations souveraines, je ne vais pas faire de technique. Je ferai en sorte de vous présenter autant que faire se peut les conclusions analytiques que mes équipes ont eu le privilège de formuler au terme de cet exercice de notation. Alors, parlons à l'entame quelque peu de nous-mêmes. En 30 secondes, beaucoup de choses ont changé dans le monde de la notation en Afrique de l'Ouest, comme vous le savez sans doute. L'enracinement de nos travaux s'est renforcé. Aujourd'hui, à nous deux, avec Stan, nous notons un petit peu plus de 120 entités dans la sous-région. Et ce qui a attisé l'appétit de l'international, notre agence de notation s'appelait West Africa Rating Agency jusqu'en 2021. Et depuis 2021, nous avons été rachetés par le groupe GCR, qui est le leader panafricain de la notation. Et nous disposons aujourd'hui, à la date d'hier exactement, de 689 notes sur le continent, ce qui veut dire que la notation est devenue une sorte de point focal, une sorte de langage commun des marchés financiers et notamment du marché des titres publics. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque en mai 2022, le groupe GCR lui-même, dont l'origine est sud-africaine, a été acquis par le groupe Moody's. Et donc aujourd'hui, nous appartenons à Moody's. Et la présentation d'aujourd'hui est dans une certaine mesure dans la lignée des modifications et des avènements qui sont les nôtres en Afrique de l'Ouest. Alors, je vais vous rappeler très rapidement la base méthodologique à partir de laquelle nous produisons des notes en Afrique de l'Ouest, en insistant sur une chose, c'est que la marque de fabrique des agences de notation ouest-africaines, c'est précisément de fournir une estimation quant à la qualité de crédit d'un émetteur, qu'il soit souverain ou pas, en monnaie locale. Ça, c'est la grande différence entre nous autres et les agences de notation dites internationales, dont l'une d'entre elles est notre actionnaire. Et puis ensuite, je vous donnerai les conclusions pour les 4 républiques que nous notons, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Et puis enfin, un tout petit peu de technique pour vous dire comment on fait pour contrôler la pertinence de nos notations en Afrique de l'Ouest, pour que vous soyez rassurés quant à la qualité du travail qui est le nôtre. Alors, sans transition aucune, vous voyez sur cette slide que les notes sont relativement polarisées. Je vais commencer par les 2 notations qui sont dans des catégories relativement élevées, à savoir celle du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Donc le Bénin, sur notre échelle de notation régionale, est noté A-, ce qui est une excellente note. Nous avons assez peu, en définitive, d'entités souveraines et subsouveraines notées dans la catégorie A, ce qui prouve que le Bénin a consolidé son histoire de crédit vis-à-vis de nous et vis-à-vis du marché, en s'enracinant assez profondément dans cette catégorie de notes, encore une fois très élevée. Nous verrons dans quelques minutes les raisons qui ont présidé à cette conclusion. Le deuxième État dans la notation est très élevé, c'est la Côte d'Ivoire. Et là, sans surprise, vous allez sans doute vous dire, mais la Côte d'Ivoire a eu une histoire assez turbulente. Oui, mais quand vous regardez les fondamentaux, et c'est ce sur quoi j'aimerais insister, sur le caractère extrêmement diversifié de l'économie ivoirienne qui la place en pôle position des notations ouest-africaines, et la Côte d'Ivoire aujourd'hui a la note souveraine la plus élevée.
Alors, à contrario, et là non plus ce ne sera pas une surprise pour vous, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau. Deux histoires différentes en termes de crédit, mais de notation relativement proches. Donc le Burkina Faso, en tout cas pour nous, est noté dans la catégorie 2B, dans la partie haute de la catégorie 2B, 2B+, et vous voyez une petite flèche rouge qui va vers le bas, ce qui veut dire qu'en 2022, nous avons dégradé la note du Burkina Faso qui, encore une fois, malgré des fondamentaux robustes, a fait face, comme vous le savez, à des turbulences de nature sécuritaire. Et puis enfin, la Guinée-Bissau, qui n'avait pas été notée en 2018 et 2019, mais qui l'a été à partir de 2020 pour 2 exercices consécutifs. Nous avons été très positivement surpris par l'histoire de crédit qui nous a été racontée par les autorités bissau-guinéennes, avec une stabilisation de leur notation. Vous voyez que les 2 flèches sont également orientées vers le haut et vers le bas, ce qui veut dire que la perspective est stable. Alors, essayons de comprendre pourquoi, point par point. Encore une fois, je ne vais pas faire de technique, je ne vais pas partager avec vous les modèles quantitatifs qui sont les nôtres, sauf à la fin, un tout petit peu pour les effets de contrôle, mais simplement les conclusions analytiques. Alors, remarquez une chose, c'est que nos notations sont totalement standardisées, c'est-à-dire que nous adoptons une approche analytique qui consiste à se focaliser sur 3 grandes catégories de facteurs. La première catégorie de facteurs, ce sont les facteurs dits structurels. Je vous rappelle une chose, c'est que les agences de notation ne notent pas de manière ponctuelle. Lorsque vous regardez la pondération de notre carte des scores, vous verrez que nos scores sont fortement pondérés sur les facteurs structurels, notamment la diversification économique du tissu industriel, agro-industriel en l'occurrence pour les États qui nous incombent, le niveau de richesse par habitant et sa distribution, et puis enfin le caractère structurellement soutenable de la dette. Ça, ce sont les 3 sous-facteurs les plus importants. Et quand vous voyez ensuite les deuxièmes facteurs, ce sont les facteurs institutionnels, c'est-à-dire en définitive la capacité d'une économie nationale à absorber des chocs, qu'ils soient endogènes ou exogènes. Et vous remarquerez, et en cela on fait le lien avec la présentation d'Aruna un petit peu plus tôt, que les facteurs conjoncturels de type budgétaire, monétaire et les équilibres extérieurs sont finalement pondérés en minorité. C'est moins de 40% de taux de pondération. Et donc, par conséquent, toute évolution à la hausse ou à la baisse d'une notation reflète d'abord et prioritairement des effets structurels et institutionnels et beaucoup moins des effets de nature purement macroéconomique de court terme, c'est-à-dire la conduite des politiques budgétaires, monétaires ou externes. Alors, en ce qui concerne la République du Bénin, nous sommes bien enracinés dans la catégorie A-, et les raisons en sont les suivantes. Alors, la première chose que nous avons notée au Bénin, c'est que précisément, la conduite de la politique économique structurelle est ambitieuse et robuste. Vous n'êtes pas sans savoir que le plan national de développement économique et social du Bénin est très ambitieux, et force est de reconnaître que l'exécution de cette stratégie est robuste. Tambour battant, dit-on dans notre rapport d'analyse. L'autre chose qui est importante pour nous dans le cas du Bénin, c'est la stabilité politique. Et on verra tout à l'heure dans les facteurs sans doute qui tirent la notation à la baisse, c'est qu'il n'y a peut-être pas forcément de consensus social autour de la conduite de la politique économique structurelle. Donc ça, c'est peut-être un élément de hiatus qui peut exister et qui peut potentiellement, à terme, peser sur la note du Bénin. Ensuite, sa position géographique, l'importance de son port, le Bénin étant une économie de flux, autant que de plus en plus une économie de stock. Et donc, par conséquent, ce positionnement géographique ouvert sur quasiment toutes les économies de la sous-région est un atout absolument considérable. Et puis enfin, on a remarqué une chose, c'est que quand bien même le Bénin reste dépendant de sa très longue frontière avec le Nigeria, ce taux de dépendance qu'on a calculé et qu'on surveille de manière très précise a tendance à se réduire. Ce qui veut dire que le Bénin se tourne davantage ou de plus en plus vers ses voisins occidentaux qu'il ne s'est tourné historiquement vers son voisin oriental. Alors les éléments qui pêchent dans une certaine mesure, c'est que en termes de consensus social quant à la conduite de la politique économique, nous avons encore quelques incertitudes à ce niveau-là. Et puis ensuite, la compétitivité de l'économie béninoise, quand bien même en amélioration,
reste sujette, notamment au niveau des prix, à des doses de perfectibilité. On pourra en parler dans la session de questions-réponses si vous le souhaitez. Alors, ce qui est important de noter, en tout cas pour vous, spécialistes des titres publics, c'est que la notation du Bénin est stable. En principe, elle devait le rester. Et si elle devait bouger, a priori, elle bougerait à la hausse. En ce qui concerne le Burkina Faso, l'histoire est orientée à la baisse. Le Burkina Faso, historiquement, était noté dans la catégorie 3B-. Nous avions décidé, il y a quelques années, d'enraciner la notation du Burkina dans la zone investment grade. Mais depuis 2021, le scoring a eu tendance à baisser et donc la notation aussi. Pourquoi ? Non pas tellement pour des raisons de facteurs structurels ni de facteurs conjoncturels. Si vous regardez en détail la structure à la fois du PIB, mais aussi sa tendance à terme, on a vu les taux de croissance tout à l'heure, ce n'est pas tellement dans les chiffres que vous allez trouver l'histoire du crédit du Burkina Faso. Vous allez les retrouver essentiellement dans les facteurs institutionnels. Les facteurs du milieu ont eu une tendance baissière pour des raisons qui vous sont évidentes. Alors je vais commencer par les facteurs défavorables, on reviendra ensuite sur ce qui fait que la notation du Burkina ne se dégrade pas plus qu'elle devrait en principe à la lecture des médias. La première chose, c'est qu'effectivement la gestion macroéconomique burkinabé est bonne. Si vous regardez par exemple son taux d'endettement, il est inférieur à la moyenne. Si vous regardez son taux d'inflation, il est aussi sous contrôle. Si vous regardez ses équilibres macroéconomiques à court terme, en termes monétaires et budgétaires, le Burkina est plutôt bien géré. En revanche, c'est mécaniquement l'effet du stress sécuritaire que le Burkina a connu pendant deux années consécutives. Alors vous allez sans doute nous demander, mais qu'est-ce qui fera que la notation du Burkina pourrait revenir en investment grade ? Précisément, régler définitivement, si possible, ou en tout cas durablement, les effets sécuritaires. Alors si on doit revenir aux éléments favorables, ce qui pourrait réenraciner le rating du Burkina dans la zone investment grade, c'est précisément cette capacité de l'État à gérer de manière très rigoureuse à la fois son plan national de développement économique et social et ses équilibres macroéconomiques, notamment sur la dette. Alors comme vous le voyez ici, la notation souveraine du Burkina Faso a connu un léger décrochement en 2022. À l'avenir, eh bien, nous allons entamer les revues souveraines dans quelques semaines qui vont venir et par conséquent, nous aurons un petit peu plus de biscuits à partager avec vous à l'occasion des rencontres de l'année prochaine, avec l'espoir que la notation du Burkina Faso puisse revenir en grade d'investissement. L'histoire du crédit de la Côte d'Ivoire, elle est profonde et riche. Ça fait 4 ans que nous suivons la notation souveraine de la Côte d'Ivoire. Je vais partager avec vous les éléments les plus saillants, en commençant par la conclusion. La Côte d'Ivoire score élevé à peu près à tous les niveaux. Alors, donc vous allez forcément partager avec moi ces quelques éléments. La première chose, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est le PNB le plus important en termes de taille. Mais non seulement c'est le PNB le plus important en termes de taille, mais aussi en termes d'indice de diversification à tous les niveaux, industriel, agro-industriel, en termes de services financiers. Et ça, pour nous, c'est un élément très très important de capacité d'absorption de choc. La deuxième chose, c'est que tous les moteurs de la croissance sont allumés en même temps. Ça, c'est très très frappant en Côte d'Ivoire quand nous y allons. Vous savez que les moteurs de la croissance, si on reprend la formulation du PIB en tant que tel, le PIB, c'est consommation, investissement, plus les exportations, moins les imports. Si vous prenez tous ces éléments en même temps, la consommation privée et publique est au plus haut niveau. L'investissement, donc la capacité à constituer du capital futur, humain, technologique, infrastructurel et industriel, est aussi tourne à plein régime. Donc on est clairement dans une perspective de politique économique structurelle et conjoncturelle de nature keynésienne. C'est une relance sans arrêt. Et puis enfin, on l'a vu, le test, pour nous, la transition politique a eu valeur de test. Et ce test a été remporté haut la main malgré des turbulences de court terme. Et donc, pour nous, il ne fait pas de doute
que l'enracinement de la Côte d'Ivoire dans la catégorie A est un élément de structure. Alors, cela dit, qu'est-ce qui pourrait mal tourner en Côte d'Ivoire? La première chose, c'est comme je vous l'ai dit, une politique keynésienne de relance suppose à la fois l'activation d'une politique volontariste d'investissement de l'État, mais aussi du secteur privé. Et s'il s'avérait que l'État investisse moins, que se passerait-il? Alors on a fait tourner un certain nombre de modèles pour voir l'élasticité de la croissance et donc de la soutenabilité de la dette par rapport à une réduction de l'investissement public. Et en principe, ça ne devrait pas changer notre note. Cela dit, si cette élasticité devait changer pour des raisons institutionnelles, donc suivez le raisonnement, si vous avez une baisse de l'investissement public et des problèmes de succession dans quelques années, à ce moment-là, effectivement, la notation pourrait passer sous tension. Alors, la notation de la Côte d'Ivoire est stable, comme vous le voyez, et ça, pour nous, c'est un élément aussi de structure. Alors, la Guinée-Bissau. Donc, la Guinée-Bissau, nous avons découvert ce pays fantastique il y a 2 ans, contrairement aux autres notations que nous avions entamées confidentiellement il y a 4 ans. Et on se situe aujourd'hui dans la catégorie 2B-, mais a priori, cette notation a, plus que les 3 autres pays, un potentiel de rehaussement plus important. Je vais essayer de vous dire pourquoi. Alors effectivement, vous avez, forcément, on est dans la catégorie non-investment grade, et donc la notation aura plus de facteurs défavorables que de facteurs favorables aujourd'hui, mais potentiellement, la correction des facteurs défavorables en Guinée-Bissau est plus facile que dans les autres pays. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, il semblerait que le degré d'instabilité politique bissau-guinéenne puisse s'atténuer à mesure que le temps passe. C'est en tout cas notre intuition et notre hypothèse de base. La deuxième chose, c'est que potentiellement, le pays regorge de richesses. Et donc, forcément, bien exploité, ces ressources peuvent donner lieu à une capacité d'accumulation de richesses qui devrait pousser la notation à la baisse. Et enfin, vous n'êtes pas sans savoir que la concentration de la création de richesses en Guinée-Bissau se situe au niveau du secteur agro-industriel et en particulier de l'industrie de l'anacarde, de la noix de cajou. Si on pouvait sortir de la surdépendance de l'économie bissau-guinéenne sur la noix de cajou, alors forcément la notation pourrait et porte en elle un potentiel de rehaussement important. Et donc pour nous, pour l'instant, la notation bissau-guinéenne est stable, certes dans une catégorie de notation relativement basse, mais avec des potentiels élevés. Alors, vous allez sans doute vous demander, mais comment fait-on pour polariser à ce point des notes? Vous avez 2 notations dans la catégorie A et 2 notations dans la catégorie 2B, donc les notes sont très polarisées. Comment faisons-nous, comment font les analystes pour s'assurer du caractère comparable des notations? Nous avons deux moyens. La première chose, c'est que nous passons notre vie, littéralement, lorsque nous travaillons sur les notations souveraines, à comparer les scores et à maintenir, dans un contexte sous-régional, la comparabilité des scores entre les 4 pays que nous notons, mais aussi avec 17 autres pays africains, du Maroc jusqu'à la Côte d'Ivoire, avec le soutien de notre groupe, bien évidemment, pour nous assurer en permanence de la comparabilité relative des ratings les uns par rapport aux autres. C'est une approche quantitative, mais pas modélisée. En revanche, nous avons une autre technique qui nous permet de garantir la comparabilité des notes les unes par rapport aux autres. C'est un modèle qui est un modèle de moindre carré ordinaire multivarié. Donc on utilise une dizaine de critères, dont ceux que Aruna nous transmet régulièrement sur le site web de l'AUT, et ça donne à peu près ça. C'est-à-dire que vous avez en abscisse notre modèle quantitatif qui prend en compte 10 variables quantitatives, il n'y a aucune variable qualitative, et notre modèle de notation en ordonnée. En principe, si notre modèle de notation était parfait, on devrait avoir l'intégralité des points sur la diagonale. C'est-à-dire que nos notations, qui sont la combinaison de variables qualitatives et quantitatives, devraient refléter de manière absolue les 10 variables quantitatives structurelles et conjoncturelles des États. Il s'avère qu'on s'éloigne finalement très peu. Les points
sont très proches de la diagonale et nous sommes très confortables à l'idée de dire que dans la catégorie verte, vous avez les notations souveraines ou les estimations de crédit de très bonne qualité. Dans la catégorie jaune et orangée, les notations médianes. Et dans la catégorie rouge, les notations inférieures à la médiane. Alors, pour finir, la Côte d'Ivoire, d'un point de vue beaucoup plus large, d'un point de vue panafricain, et je vous rappelle que nous sommes une agence de notation panafricaine, il me reste 10 secondes, la Côte d'Ivoire se compare au Gabon, le Bénin se compare au Sénégal et au Cameroun, le Burkina Faso au Mali et au Tchad, et la Guinée-Bissau a un rating qu'on retrouverait en Centrafrique. Donc en définitive, pour conclure, je vous dirais simplement la chose suivante, c'est que après 4 années de proximité importante avec nos émetteurs souverains, nous sommes relativement confortables dans le fait de vous servir des notations en devise locale, en devise sous-régionale, dans lesquelles vous pourrez avoir confiance. Et nous serons toujours à votre disposition pour continuer de commenter ces notations le cas échéant. Si vous avez besoin de modéliser votre portefeuille, nous serons là à vos côtés. Voilà Gilles, Nadia, ce que je voulais dire à vos invités. J'ai 20 secondes de retard par rapport au plan. Pas du tout, tu es en avance. Bravo. Merci infiniment, Anouar. Bien. Alors, à mon tour d'inviter maintenant, pour nous parler donc de la notation financière toujours en monnaie locale, Monsieur Stanislas Zézé, PDG fondateur de Bloomfield. Tous les applaudissements. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je vais concentrer ma présentation sur la partie qui n'a pas été couverte par Anouar. Je vais rester peut-être rentrer plus dans une logique un peu plus pédagogique et parler aussi du processus. Et pour les pays, je ne ferai pas la même présentation parce qu'il vous a déjà donné suffisamment de détails techniques sur les pays. Je vous donnerai, moi, plutôt les notes et je vous inviterai à lire les rapports parce que c'est extrêmement important de lire les rapports de ces pays-là. Ce sont des rapports très détaillés, riches, qui font à peu près une trentaine de pages et qui vous permettraient de mieux comprendre quelles sont les forces et les faiblesses de ces pays-là. Alors déjà, je crois que tout le monde peut-être n'est pas très familier avec la notation financière, donc je crois qu'il est extrêmement important quand même de faire quelques rappels. Donc il s'agit d'une notation financière en monnaie locale, donc processus d'évaluer la capacité et la volonté des entités notées à faire face à des obligations financières. La différence que nous faisons entre la monnaie locale justement et la devise étrangère, c'est qu'il y a des contraintes méthodologiques dans la devise étrangère qui font que systématiquement cette approche est défavorable aux pays africains et en particulier aux pays de cette région. La notation en devise étrangère va établir ce qu'on appelle un plafond souverain qui est basé sur le niveau de réserve de devises. Donc évidemment, parce que nous sommes, les pays de la sous-région ont une structure économique qui les rend, qui fait qu'ils sont des pays rentiers, qui importent et qui exportent, qui ont des réserves de devises qui sont généralement faibles, fait qu'évidemment, ils sont condamnés à avoir des mauvaises notes. Et vous avez certainement vu les notes qu'Anouar a présentées pour certains pays, mais les mêmes notes en devises étrangères sont très faibles. Le Bénin est à A-, en devises étrangères, ils sont à B+, donc risque très élevé. Et la Côte d'Ivoire est à A, risque faible, en monnaie locale, et 2B- en devises étrangères, donc risque assez élevé. Donc, si vous voulez, la notation financière en monnaie locale vient ajuster justement ces biais qui sont dans l'approche internationale et vient donner, si vous voulez, la vraie qualité de crédit des pays de la sous-région. Évidemment, quand vous empruntez en dollars, vous remboursez en dollars, mais l'idée de ce marché, c'est de dire qu'on emprunte en monnaie locale, donc il n'y a pas de raison que les pays soient notés en devises étrangères. Donc, on évalue les paramètres qualitatifs et les paramètres quantitatifs qui nous donneront justement des notes qui correspondent à la vraie qualité de crédit.
Alors, en termes d'avantages de la notation financière, donc pour les investisseurs, la notation financière va permettre justement d'avoir les réponses que généralement les investisseurs se posent. Quelle est l'opportunité d'investir déjà, donc avec l'information financière que nous mettons à disposition, qui sont des informations très détaillées, et quel est le retour sur investissement auquel il faut s'attendre, et quel est le risque qu'on prend justement de perdre son capital quand on investit dans un pays ou qu'on investit dans une entreprise. Et donc, la notation en monnaie locale dans cette région donnera justement toutes ces réponses-là. Et pour les émetteurs, ça leur permet d'avoir justement un argument d'établir la qualité de crédit et d'avoir un impact sur le coût de l'argent. Ce matin, le président de AMF UEMOA parlait justement du coût encore élevé des emprunts sur le marché. Je crois que la question que j'ai posée ce matin est extrêmement importante parce qu'il faut qu'il y ait une relation systématique entre la qualité de crédit et le coût de l'argent. C'est ça l'idée en réalité. Je crois que dans la réglementation de l'UEMOA pour l'instant, la notation financière permet justement de faire cette ségrégation, mais de faire une ségrégation qui va distinguer ceux qui paient des garanties et ceux qui ne paient pas des garanties. Donc, quand vous êtes investment grade, dans la catégorie d'investissement, vous êtes exempté de la garantie. Quand vous êtes dans la catégorie spéculative, vous devez produire une garantie. Mais il faut qu'on aille au-delà de là. Il faut absolument qu'il y ait un lien direct entre la qualité de crédit de l'emprunteur et le coût auquel il emprunte. Sinon, on se retrouve dans une situation qui est assez incohérente d'avoir un 3A emprunté au même taux d'intérêt qu'un 3B, ce qui ne fait pas sens du tout. Et donc, la discussion que je pense qu'on devrait entamer entre les LGI, le régulateur, les agents de notation financière, est extrêmement à propos pour justement avoir un marché qui soit cohérent et qui corresponde à la qualité de crédit. Donc, les taux proposés correspondent à la qualité de crédit des emprunteurs. Alors, le processus de notation financière est un processus qui est très simple. Nous faisons la collecte d'informations, nous faisons une première analyse. Ensuite, il y a une étape qui est extrêmement importante, c'est l'étape des entretiens avec l'entité notée. Et cette étape nous permet justement de challenger les emprunteurs ou les entités notées sur la qualité des informations qui sont produites, parce qu'en réalité, le résultat que nous allons obtenir va être fonction de la qualité des informations que nous recevons. Donc, nous avons une méthodologie d'interview qui nous permet de déceler quand même les informations qui sont bonnes et qui ne sont pas bonnes. Et c'est un exercice extrêmement important dans le processus et qui va nous permettre justement de mieux comprendre l'environnement, de consolider les informations que nous avons. Et ensuite, nous allons sortir un rapport provisoire qui sera envoyé à l'entité notée pour ses commentaires. Et ensuite, l'équipe va finaliser le rapport. Et le rapport va passer, elle va proposer au comité de notation 2 notes. Une note à court terme et une note à long terme. Donc la note à court terme, c'est la note qui va évaluer la liquidité à moins d'1 an de l'entité notée. Et la note à long terme établit les fondamentaux de l'entité notée. Et dans les agents de notation financière, vous avez les analystes et vous avez le comité de notation qui est souverain et qui décide de la note. Donc, les analystes vont proposer une note à long terme et une note à court terme qui viennent avec des perspectives. Et vous verrez ça tout à l'heure quand je vous montrerai l'échelle de notation, qui viennent avec des perspectives. Donc, les perspectives peuvent être stables, négatives ou positives. Donc, chaque note sort avec une perspective. La perspective indique la tendance de la note. Évidemment, si vous avez une note avec une perspective négative, comme Anouar l'a indiqué tout à l'heure, la probabilité de dégrader la note est plus grande que quand vous avez une perspective stable ou une perspective positive. Donc, quand elle est positive, la probabilité de rehausser la note est également grande. Et vous avez l'échelle de notation ici, je crois qu'il est important de
de peut-être passer un peu de temps sur cette échelle de notation, donc qui est de 20 crans, l'échelle à long terme, qui est de 20 crans, avec 10 crans spéculatifs et 10 crans en investissement. Donc, de 3B- à 3A, vous êtes dans la catégorie d'investissement où, sur ce marché des capitaux, vous, en tant qu'emprunteur, vous êtes exempté de la garantie. Évidemment, c'est une économie énorme, en réalité, quand vous êtes exempté de la garantie, quand on connaît le coût de la garantie. Donc, évidemment, c'est extrêmement bénéfique pour les emprunteurs d'être dans cette catégorie. La catégorie spéculative, il me semble que même quand on vous demande des garanties, les garanties vont être fonction de votre note spéculative. Donc évidemment, quelqu'un qui a 2C ne va certainement pas produire la même garantie que quelqu'un qui est 2B+, par exemple. Okay, ce qui fait sens. Et donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des notes qui correspondent également à ce que nous avons sur notre marché. Et donc la note à court terme, l'échelle à court terme, le principe est le même. Sauf que là, vous avez 7 crans au lieu de 20 crans. Donc vous avez 2 crans en spéculatif et 5 crans en investissement. Et chaque note, naturellement, vient avec un outlook, donc une perspective qui peut être négative, stable et positive. Nous avons établi une échelle comparative entre la notation en monnaie locale et la notation en devises étrangères pour que ça fasse sens, pour qu'on ait un repère. Et 3B- représente le plafond souverain en devises étrangères de l'UEMOA. Une autre agence pourrait peut-être le mettre à 3B au lieu de 3B-. Ce n'est pas vraiment un problème parce qu'entre les agents de notation financière, il peut y avoir, si vous voulez, une différence de cran. Et finalement, cette différence, elle est seulement d'un cran maximum. Nous ne nous consultons pas. J'ai vu les notes danoises. Parallèlement, nous notons la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et sur la Côte d'Ivoire, nous avons la même note. Ah, on ne s'est jamais consulté. Mais pour dire que toutes les agences de notation financière ont finalement la même méthodologie, l'approche peut être différente. Sur le Bénin, ils sont à A-, nous sommes à A. Donc évidemment, il y a une différence d'un cran. Et ça, c'est une différence d'approche. Et généralement, cette différence d'approche est basée sur comment nous apprécions les paramètres qualitatifs. Et là, ils sont à A, nous sommes à A pour la Côte d'Ivoire, et on vient de terminer la notation de la Côte d'Ivoire que nous avons rehaussée à A+. Donc évidemment, on se retrouve également avec un écart de 1 cran. Donc là, ça vous montre que dans la notation en devises étrangères, vous avez le plafond souverain qui est basé sur le niveau de réserve de devises et la politique de transfert de devises. Parce qu'en réalité, on établit la qualité de crédit dans une monnaie. Donc quand vous empruntez en dollars, évidemment, vous remboursez en dollars. Donc naturellement, quand nos pays vont emprunter en eurobond, la notation qu'on va leur demander, c'est la notation qui montre leur capacité à rembourser en dollars ou en euros quand ils empruntent. Mais quand ils empruntent sur le marché de l'UEMOA, la notation qu'on devrait leur donner, c'est la notation, on devrait leur demander, c'est la notation en monnaie locale pour montrer leur capacité à rembourser en CFA. Et vous allez voir qu'il y a une différence en réalité. Pourquoi il y a une différence? Parce qu'en monnaie locale, vous n'avez pas la contrainte de niveau de réserve des devises, vous n'avez pas la contrainte du risque de taux de change, vous n'avez pas la contrainte de la politique de transfert des devises. Donc évidemment, c'est naturel que les notes soient plus élevées. Okay? Et ça, c'est extrêmement important pour moi de comprendre cette différence-là. Et pourquoi d'ailleurs l'introduction de la notation en monnaie locale? C'est pour rectifier un biais qui existe à l'international vis-à-vis des pays africains qui généralement, en devises étrangères, ont des mauvaises notes. Mais la note que vous avez en devises étrangères ne détermine pas votre crédibilité. Elle détermine seulement votre capacité à rembourser en devises étrangères. Et évidemment, cette capacité-là est entourée des conditions que je vous ai expliquées. Et donc l'idée d'avoir désormais les deux notes est quelque chose d'extrêmement important dans apprécier
la qualité de crédit des pays de l'UEMOA. Parce qu'évidemment, l'investisseur étranger qui regarde les pays de l'UEMOA et voit les 2 notes va voir que la qualité de crédit intrinsèque des pays de l'UEMOA réside dans leurs notes en monnaie locale. Et leur capacité à rembourser en devises étrangères va évidemment résider dans la notation financière en devises étrangères. Et d'ailleurs, la notation en monnaie locale va venir ajuster un certain nombre de notations en devises étrangères. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand on améliore les notes des pays africains que nous notons, parce que nous notons d'autres pays en dehors de l'UEMOA, la note en devises étrangères s'améliore également. Donc il y a vraiment une corrélation, sauf qu'elles ne peuvent pas être au même niveau parce que les paramètres de méthodologie qui sont prises sont différents à certains points. Alors, je pense que j'ai encore 2 minutes. Ah, mais c'est parfait, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors là, je vais vous montrer donc les notes des pays que nous notons dans le cadre de ce programme de UEMOA titre. Et donc la Côte d'Ivoire note, enfin la Bloomfield Investment note le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal. Donc depuis 4 ans, évidemment, nous notons ces pays. Hein. Il y en a qui ont moins de notes parce qu'ils n'ont pas commencé en même temps que les autres. Et pour le Mali, on a sauté une notation, celle de l'année dernière, comme vous voyez, on a noté en 2018, 2019, 2020 et 2022. Alors, le Mali est à 3B, donc risque modéré. 3B, c'est risque modéré. Et vous verrez que c'est consistant d'année en année, parce qu'en réalité, la première note qu'on établit vos fondamentaux. Donc la probabilité de migration est généralement un peu rare, sauf quand il y a des événements exceptionnels où il y a que ce soit positif ou négatif, qui vont rehausser votre note ou dégrader votre note. Donc la notation 2022 est en cours, qui va sortir, elle sort la semaine prochaine. Et donc pour l'instant, vous êtes à risque modéré. Donc vous avez eu les explications sur ce que représente le risque modéré, donc vous pouvez savoir à peu près où le Mali se retrouve. Et je crois que la dernière mission du Mali a bien montré qu'en réalité, sa qualité de crédit correspond à ce qu'on a établi. Les difficultés que le Mali avait, évidemment, sont circonstancielles. Et c'est ça, comme ça qu'on évalue le risque. Il est extrêmement important de comprendre qu'on ne dégrade pas systématiquement parce qu'il y a eu un coup d'État, parce qu'il y a eu une crise ponctuelle. Nous, on appelle ça de la dégradation émotive. Et nous ne sommes pas dans l'émotion. Nous, on analyse les choses froidement. Quand vous avez un coup d'État, on veut savoir est-ce que le coup d'État va affecter justement la capacité et la volonté de remboursement. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas le fait du coup d'État qui dégrade systématiquement, ça ne fonctionne pas comme ça, même si ça fonctionne sur d'autres cieux. Ici, avec Bloomfield, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous regardons les choses froidement et nous décidons, après analyse, si nous devons dégrader ou pas. En l'occurrence, au Mali, on a décidé qu'on n'allait pas dégrader parce qu'il n'y avait pas de raison particulière de le faire. Et donc, la perspective est stable. À court terme, nous avons A3, qui est aussi une note d'investissement, avec une perspective stable. Le Niger, par contre, est à 3B-, donc la première note d'investissement, avec une perspective stable. Et donc, sur les 4 années, cette tendance est restée la même. Avec tous les pays ont de potentiel extraordinaire. Maintenant, après, c'est comment les économies sont organisées. Nous avons vu dans la majorité des pays une évolution significative dans l'organisation de la gestion des finances publiques, ce qui est extrêmement important, un niveau de gouvernance qui s'améliore année après année et qui est une chose remarquable. Alors, le Togo est à 3B-, donc comme le Niger, sur les 4 années avec une perspective stable et une note à court terme de A3, donc qui reste une note d'investissement, mais la dernière note d'investissement, donc borderline. Et le Nigeria est à 3B-, donc comme le Niger, sur les 4 années avec une perspective stable et une note à court terme de A3, donc qui reste une note d'investissement, mais la dernière note d'investissement, donc borderline. Et 4
et le Sénégal, qui est à... la première note du Sénégal était à moins, donc risque faible. La première note de la catégorie, de la sous-catégorie A, qui est à moins, avec une perspective stable, et à court terme, une meilleure note que les autres pays en termes de liquidité à court terme. Et la note en cours, justement, sort la semaine prochaine. Donc vous aurez certainement l'opportunité de savoir quelle est cette note-là. Et donc pour les rapports, comme je vous dis, je vous suggère de vous approcher de UMO à titre ou des pays eux-mêmes pour obtenir le rapport. Il est extrêmement important d'avoir le rapport détaillé qui va vous expliquer pourquoi ces notes-là. C'est extrêmement important. Une note en elle-même, évidemment, pour les experts, ils comprennent tout de suite les détails, mais quand vous n'êtes pas un expert ou quand vous ne connaissez pas très bien la méthodologie, il est extrêmement important de comprendre les détails, parce que dans le rapport, vous pouvez avoir une note qui est négative, et dans le rapport, vous comprenez pourquoi elle est négative en réalité, et les conditions qui ont amené à cette note négative peut être indépendantes de la volonté de l'entité notée. Donc, les détails, comme on dit, les diables dans les détails. Les détails que vous trouverez dans les rapports de notation financière sont extrêmement importants pour relativiser le risque. Parce que nous, les agences, on note, et surtout les agences panafricaines, nous notons le risque de façon circonstancielle. Et c'est comme ça que ça devrait être. Et je crois qu'il est extrêmement important de comprendre que le fait que, je vous expliquais, mais le fait qu'on ait des notes qui soient supérieures, ne veut pas dire que nous réduisons les standards d'évaluation. Au contraire, nous sommes même plus stricts, sauf que nous avons une approche qui est différente. Et ce que nous faisons, en réalité, c'est comparer des pommes à des pommes et des poires à des poires. Au lieu de comparer des pommes à des oranges, évidemment, on n'aura rien d'intéressant. Donc, c'est extrêmement important de comprendre. Parce que nous avons des fois des critiques où on vous dit que c'est des notations à l'africaine, où les agents de notation africaine sont des agents de bonnes nouvelles, ça ne veut absolument rien dire. Il faut évaluer dans les circonstances et prendre en considération l'environnement. Le fait d'être pauvre en dollars ne vous rend pas pauvre. Ici, dans la salle, il y a peut-être personne qui a des dollars. Pourtant, vous avez des CFA, donc vous pouvez sortir d'ici, prendre le taxi, vous pouvez acheter des choses. Est-ce que le fait de ne pas avoir de dollars vous rend pauvre? Non. Donc ça veut dire qu'en réalité, il est extrêmement important de comprendre que les évaluations doivent correspondre aux réalités de l'environnement. Donc vous empruntez en CFA, on vous évalue en CFA. Voilà. Donc je crois qu'on est... Voilà. Écoutez, merci infiniment. Donc je serai assis avec Anouar pour les questions. Merci. Alors, Anouar et Stan, merci de ces présentations fort intéressantes et où j'ai appris beaucoup personnellement. J'ai quelques questions à vous poser avant de poser des questions à la salle. Et donc, préparez vos questions, s'il vous plaît. Nous passerons les micros selon le temps. Nous aurons droit à 3 à 4 questions. Donc, si vous avez des questions, préparez-les maintenant. Alors, les investisseurs, notamment les grands groupes, ont aujourd'hui plus tendance à utiliser les notations des agences internationales plutôt que les notations des agences régionales. Qu'est-ce qui explique cette situation? Anouar, on va commencer avec toi. C'est très simple, ça fait 22 ans que je fais ce métier et notamment dans les grandes agences internationales. J'ai passé 7 ans chez Standard & Poor's et 3 ans chez Moody's. On fait le même boulot, mais on ne note pas la même chose. Il faut vraiment, cette question elle est fondamentale, il faut vraiment faire la différence. Lorsque un investisseur international achète une obligation souveraine en dollars, la chose qui lui importe, c'est la capacité d'un État à rembourser en dollars. Et donc, la variable qui va avoir une importance considérable dans son évaluation de crédit, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette publique en devises, qui est elle-même totalement corrélée avec ce qu'on appelle la liquidité externe, c'est-à-dire combien de devises internationales cette économie est capable de générer à l'aune de 2 variables, sa compétitivité internationale et son attractivité internationale. Et donc, qui mesure ça? C'est Moody's, S&P et Fitch.
lorsqu'il s'agit pour un investisseur international ou sous-régional ou local de détenir en portefeuille une obligation libellée en francs CFA, la liquidité en devise internationale, qu'on appelle aussi le risque de non-transfert, est totalement évacuée. Et là, qu'est-ce qui prévaut? Ce qui prévaut à ce moment précis, c'est la capacité de l'État à rembourser sa dette en devise régionale, ce que nous faisons. Et donc la pertinence de nos travaux renvoie au marché des titres publics et privés libellés en francs CFA et qui évacuent le risque de non-transfert. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous détenez des obligations en devises, demandez à Moody's. Si vous détenez des obligations en francs CFA, vous me demandez à moi. Voilà, grosso modo, c'est ça le travail. D'abord à moi. As-tu une autre réponse ou une réponse complémentaire? Non, je crois que c'est la bonne réponse et je l'ai dit tout à l'heure. Hein, je dis les agences de notation internationale sont préoccupées par votre capacité à rembourser en dollars. Donc, il vient de clarifier ça et je crois que j'espère que c'est clair pour tout le monde de comprendre qu'il n'y a pas de comparaison particulière à faire entre la crédibilité des agences de notation panafricaines et celle des devises étrangères, puisqu'on fait des agences internationales, puisqu'on fait deux choses complètement différentes, mais la même approche d'évaluation, les mêmes standards et la même rigueur d'évaluation, mais sauf que nous sommes sur deux approches complètement différentes. Parfait, Stan, je vais rester avec toi pour ma deuxième question. Vous avez tous les deux évoqué la cohérence entre la notation financière, donc le risque de crédit de l'émetteur et le niveau du coût auquel il peut mobiliser de la ressource. Comment la notation financière des États peut aider à structurer le coût de la dette pour l'ensemble des émetteurs privés et publics au niveau de la zone? Alors, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est extrêmement important de créer un lien systématique entre la qualité de crédit et le coût de l'argent. Et ça, généralement, c'est le marché qui le fait systématiquement. Donc, et puisque c'est quelque chose de culturel et notre marché ne le fait pas, il faut vous rappeler qu'on est sur un marché où les gens préféraient avoir des garanties que d'avoir de la notation. On a fini par les convaincre d'adopter la notation financière. Maintenant, il faut les convaincre que la note, en fonction de la note, le taux, le rendement va soit baisser, enfin soit élevé, soit bas. Et qu'il y a une discrimination qui doit être faite entre les qualités de crédit et les taux d'intérêt. Je crois que c'est extrêmement important. Et c'est de ça que je parlais ce matin. Il faut qu'il y ait ces discussions-là. Et nous sommes sur un marché dont la culture est plus attachée à de la réglementation de la réglementation administrative que la réglementation de marché. Non, les règles du marché ne fonctionnent pas nécessairement dans notre marché culturel. Il faut que ce soit réglementé. Si aujourd'hui, le régulateur dit quand vous êtes 3A, vous empruntez à 3. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Oui, les investisseurs vont certainement suivre. Donc, il faut que les réglementations soient adaptées à l'environnement culturel. Et donc, c'est pourquoi, pour moi, il est extrêmement important, parce que ça fait 15 ans qu'on le fait, et on se rend compte que l'impact de la notation financière sur le coût de l'argent est très faible. Et pourtant, il devrait avoir un impact systématique. Donc, sinon, on se retrouve dans une absurdité où vous avez des entités qui sont risque faible et qui finissent par emprunter au même taux que ceux qui sont risque modéré ou risque élevé. Et ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, cette discussion, elle doit avoir lieu. Nous devons arriver à une conclusion. Est-ce que c'est de la pédagogie qu'il faut faire pour arriver à un marché qui est suffisamment mûr et qui comprend ça systématiquement, ce qui va faciliter le travail des SGI quand ils vont discuter avec les investisseurs, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui devrait être réglementé pour que ce soit systématique? Merci Stan. Alors j'ai une dernière question, ce qui vous permettra, très cher public, de poser autant de questions que vous le souhaitez dans la mesure où on reste dans les 20 minutes. On entend souvent parler du cercle vertueux de la notation financière. Pouvez-vous expliquer ce point? Oui, c'est comme toute activité économique et financière, vous avez des effets d'apprentissage et vous avez effectivement des effets de cycle. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez, prenez une entreprise publique,
qui acceptent cet exercice qui consiste à voir venir un étranger. Mes analystes sont des étrangers chez Sénélec ou Total ou Bolloré ou que sais-je encore, mais qui acceptent d'ouvrir ses portes et aussi ses livres. Et qui, au demeurant, dans cette perspective-là, va coter des titres. Donc il y a un exercice de transparence. Cet exercice de transparence va nécessairement amener l'entité à identifier ses points forts du point de vue de la notation, mais aussi ses facteurs d'amélioration. Et si vous êtes une entreprise rationnelle, vous voulez et vous souhaitez devenir encore meilleur. Par conséquent, vous allez vous concentrer sur les éléments défavorables à la notation, par exemple votre liquidité, votre capitalisation ou votre rentabilité pour une banque, par exemple votre compétitivité, votre attractivité pour un État, et vous allez essayer de manière incrémentale à améliorer ces éléments de rating défavorables, ce qui va amener la notation à la hausse, ce qui va réduire le coût de votre dette, donc vous pourrez investir davantage, ce qui va corriger vos éléments défavorables et on rentre dans un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, c'est à la fois un apprentissage pour l'émetteur et pour l'agence de notation, pour d'autres émissions qui seront comparables, puisqu'on sait tous que les notations ont d'abord une valeur ordinale, c'est-à-dire les unes par rapport aux autres. A, ça ne veut rien dire. La seule chose que A dit, c'est que c'est mieux que 3B, qui lui-même est mieux que 2B. Voilà le cercle vertueux que j'ai pu constater à de nombreuses reprises dans 20 ans de carrière. Et l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que quand une émission obligataire voit sa notation se dégrader, ce n'est pas à cause d'un cercle non vertueux. C'est en général à cause d'un choc exogène ou endogène. Le plus souvent, c'est un choc exogène. Merci, Anouar. Question dans la salle, j'ai vu 2 mains se lever de ce côté-ci. Est-ce qu'on peut passer les micros, une troisième? On va prendre les 3 questions et je vais vous laisser y répondre. Alors. Merci beaucoup, messieurs. C'est M. Touré de la Banque de Dakar. Très intéressant. Moi, je vais peut-être faire le lien avec les titres publics. Anouar a dit quelque chose d'intéressant, c'est que le poids des facteurs conjoncturels est le moins important dans la note, dans le rating. On a l'impression, ou j'ai l'impression que sur notre marché, les facteurs conjoncturels sont ceux qui déterminent le plus le niveau de rendement. Donc nous qui suivons le marché, nous regardons principalement les facteurs conjoncturels, donc la demande des États, le comité de politique monétaire de la Banque centrale et l'inflation. Est-ce que vous partagez la même analyse que, voilà, on regarde le marché de 2 manières différentes? On va prendre 2-3 questions et répondre. Merci. Allô? Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'avais 2 questions. La première question rejoint la question de Touré, à savoir... Ah, désolé. Godson, CCE Banque Bénin. Merci. Donc, c'était par rapport à l'intervention de M. Zézé, lorsqu'il disait que si le régulateur pourrait fixer les taux d'intérêt par rapport à la notation. Donc, je voudrais demander qu'est-ce qu'il fait du lien entre le risque pays et la conjoncture interne du pays. Donc, je pense que c'est ce que Touré a essayé de dire également. Ma deuxième question, c'est plus une question de compréhension. Je voudrais savoir, en ce qui concerne les notations en monnaie locale, vous avez précisé que les contraintes en termes de transfert et les contraintes en termes de risque de taux de change sont écartées. Je voudrais savoir quelles sont, par exemple, les contraintes réglementaires qui sont prises en compte lorsque vous faites une notation en monnaie locale. Merci. Okay, et une troisième? Oui. Bonsoir, c'est Marcelin Contenu de Monsabank. Je voudrais dire merci à Anouar et à Zézé pour la présentation. Je pose une question à Zézé. La note du Mali est stable. Pendant qu'on a vu en début d'année 2022 le blackout que la Banque centrale a fait sur le Mali, qui a fait que toutes les directions risques ont mis des avis défavorables sur tout investissement sur les titres du Mali. J'aimerais savoir comment est-ce que Bloomfield prend en compte cette réalité, ce qui s'est passé sur 2022, qui a impacté bien sûr les investissements sur le Mali. Aujourd'hui, la plupart des risques, des directions risques mettent un avis défavorable sur les investissements sur les titres
de Guinée-Bissau, du Burkina et du Mali pour la même raison qui s'est passée en début d'année 2022. Merci. Merci. Nous allons nous arrêter à ces 3 questions pour l'instant. Il y a 2 questions, je crois, sur la droite. 3 questions sur la droite. Nous reviendrons à ces 3 questions juste après. Il nous reste 10 minutes en tout. Messieurs, est-ce que je peux vous laisser répondre? On va répondre vite, comme ça laissera aussi la possibilité à d'autres de poser des questions. Comment tu veux qu'on... How do we play this? Je commence par la question méthodologique et puis ensuite tu t'attaques au Mali? C'est parti. Je ne vais pas commenter une notation que je n'ai pas produite. Donc, alors, c'est une super question sur les éléments conjoncturels. Oui, vous mettez trop de poids sur la conjoncture. Ce que vous faites, en l'occurrence, si vous mettez trop de pondération sur la conjoncture, c'est ce qu'on appelle un point-in-time rating, c'est-à-dire un rating à horizon 1 an. Notre horizon, c'est 3 ans. L'horizon d'une notation, c'est un cycle complet. D'accord? Donc, si on commence une notation aujourd'hui, elle veut dire que, par exemple, Côte d'Ivoire A, on considère qu'à horizon 3 ans, la notation de la probabilité de défaut de la Côte d'Ivoire est tant. Et je vais faire le lien avec une question qui a été posée un peu plus tôt. Quelles sont les corrélations entre notation, probabilité de défaut, perte attendue et taux d'intérêt? En principe, au bout d'un certain temps, vous allez avoir une corrélation de l'ordre de 95% entre ces différentes variables. Vous n'aurez pas cette corrélation-là si vous mettez trop de poids sur la conjoncture. Par exemple, choc monétaire à cause d'une crise exogène de nature subprime, ou Covid-19, ou que sais-je, forcément, les variables conjoncturelles vont s'ajuster. Si vous baissez la note, vous perdez énormément d'informations et vous avez des notations qui sont très volatiles. Et donc, elles perdent leur valeur prédictive à 3 ans. C'est la raison pour laquelle on sous-pondère les valeurs conjoncturelles pour faire des ratings qu'on appelle through the cycle. On a une logique de cycle. Et on sait très bien que dans un cycle, il y aura des hausses, il y aura des baisses, mais que la notation ne va pas changer pour autant, parce qu'elles sont corrélées aux facteurs structurels et institutionnels. Ce qui répond aussi à la question de notre camarade. Vous avez une deuxième question, c'est, si je comprends bien, si on évacue les effets d'accumulation de devises pour mesurer la capacité d'un État à rembourser sa dette en monnaie internationale, alors qu'est-ce qu'on prend en compte? C'est précisément une question de méthodologie. Alors ce qu'on prend en compte, je vous le dis, les facteurs conjoncturels, les facteurs institutionnels et les facteurs structurels. Les facteurs structurels sont les plus pondérés. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur structurel? C'est compétitivité, attractivité et soutenabilité de la dette. D'un point de vue institutionnel, c'est l'équilibre des pouvoirs, la stabilité politique et la capacité à absorber des chocs exogènes, notamment de violences sécuritaires ou, notamment dans un pays comme Haïti, qui est très tributaire au contexte climatique, ce genre de choses-là. C'est ça qui représente 65% d'une note. Après, sur les facteurs conjoncturels, vous avez l'équilibre budgétaire, la pertinence de la politique monétaire et les équilibres externes, notamment la balance des paiements. Voilà les 9 facteurs de notation qui caractérisent quasiment toutes les agences de notation dans le monde. Voilà, je m'arrête là pour les 2 premières questions. Merci. Alors, sur le Mali, je vous ai dit tout à l'heure, on ne s'est pas prononcé sur l'impact du coup d'État sur le Mali parce qu'on n'a pas noté justement le Mali pendant cette période-là, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais je crois qu'il est extrêmement important de comprendre justement que la note à long terme est une note qui établit les fondamentaux. Les fondamentaux ne s'écroulent pas, si vous voulez, à la première crise. Surtout quand vous êtes dans la catégorie d'investissement, ça prend du temps puisqu'on est sur une perspective de long terme. Donc évidemment, quand les sanctions sont tombées contre le Mali, évidemment, on attendait de voir, parce que là, on a recommencé la notation financière, donc on attendait de voir quel effet ça aurait sur 2-3 ans. Et là, le Mali est revenu sur le marché. Là. Vous savez, ils sont revenus sur le marché, ils ont levé 34 milliards. Il faut dire que les fondamentaux sont là, les fondamentaux existent. Donc la crise ponctuelle, parce que tout à l'heure, quand on répondait à l'effet à la réponse sur les impacts conjoncturels, et comme je dis, ce que nous on appelle, c'est ce que j'appelle moi, si vous voulez, l'analyse qui est émotive.
où vous dégradez, où vous décidez de dégrader juste parce qu'il y a eu un impact négatif, sans comprendre l'effet de cet impact négatif-là. Évidemment, peut-être que c'est une logique très conservatrice des investisseurs, ce que je peux comprendre, mais une agence de notation financière, ce n'est pas une société d'investissement. Donc, notre approche, elle est complètement différente des investisseurs qui peut-être, eux, sont dans une logique de perte. Nous, on n'a rien de spécial à perdre. Donc, nous faisons une analyse froide et nous déterminons si l'impact conjoncturel qui vient de se produire a un impact négatif à court, moyen et long terme ou pas. Voilà ce que je voulais répondre sur ça. Non, je crois qu'il y avait une question sur... je n'ai pas écrit les questions, non, je ne m'en souviens plus. Il y avait une question... Sur l'impact, je crois que c'était sur l'impact... les contraintes réglementaires... Voilà, les contraintes réglementaires en monnaie locale, il n'y a pas de contraintes. Quand vous transférez de l'argent de la Côte d'Ivoire au Bénin ou au Sénégal, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de risque de transfert des devises, il n'y a pas de politique de transfert de devises. Donc évidemment, et il n'y a pas de limitation au montant que vous pouvez transférer. Donc le montant que vous pouvez transférer n'est pas basé sur une ressource, où on vous dit vous êtes limité. La politique de transfert des devises est une politique de contrôle de devises. Donc évidemment, quand on vous donne une autorisation de transfert dans le FINEX, on vous donne une limite par an quand vous êtes une entreprise parce qu'il y a un partage de réserves de devises en fonction de tous les besoins d'exportation d'argent en devises qui sera fait par différentes entités dans ce pays-là. Et cette contrainte, vous ne l'avez pas dans la monnaie locale. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il n'y a pas de plafond souverain dans la monnaie locale. Voilà. Et je crois qu'il y avait une autre... Il y a deux autres questions de ce côté-ci. Non, il y avait une question ici. Je vais prendre la question du fond et la question de la dame. Non, je crois qu'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Je crois qu'il y a une question dans le fond. C'était alors devant, parce que on n'a pas pris de question derrière. Il y avait deux questions sur le régulateur. Je pensais que la deuxième question avait été répondue. D'accord, ok. Oui. Okay. Oui. Alors, on va prendre la question du monsieur au fond et de la dame devant. Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Je vous propose d'écrire vos questions. Si nous n'avons pas assez de temps pour y répondre là, j'étais un peu optimiste. Nous n'avons plus que 2-3 minutes pour finir. On tâchera de demander à ces messieurs d'y répondre par écrit. Donc, le monsieur derrière et la dame devant. Bonsoir à tous. Je remercie ces deux brillants experts de la notation pour leur exposé. Cheikh Oumar Sanou, responsable de Adoua Finance Mali. Ma question, je voudrais dire d'abord que l'avenir est éthique. Ma question se situe à ce niveau. Quels sont les critères que vous établissez pour évaluer les green bonds? Spécifiquement pour les levées de fonds en finance islamique, est-ce que vous avez des mécanismes pour évaluer ces obligations-là? Merci. Alors, avant de prendre la deuxième question, j'ai une bonne nouvelle. Le Pullman est un peu en retard, donc on va prendre quelques questions de plus. Donc, madame. Je vous remercie. Je m'appelle Estelle Akoué-Comlan. Je suis la directrice de la salle des marchés du groupe Orabank. J'ai une question pour Arwan concernant le risque de non-transfert. On est sur un marché où on intéresse de plus en plus les investisseurs étrangers à venir avec leurs capitaux. À votre avis, quelle est la notation qu'ils devraient prioriser? Les notations internationales ou les notations plutôt régionales qui ne prennent pas en compte ce risque de transfert parce que le risque de change reste et demeure pour eux. Et on vit, nous qui sommes trésoriers, on vit depuis plusieurs semaines une certaine, on va dire une légère tension quand même sur l'accessibilité à l'euro via les guichets de la Banque centrale. Voilà, merci. Merci. Il y a un monsieur qui a insisté. Voilà. Ça va aller vite pour répondre. Oui. Grégoire de la GUCA. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? D'accord. Merci. Grégoire de la GUCA. Je vous remercie pour votre présentation. Alors, tout à l'heure, M. Zézé l'a encore rappelé, il a été facile de créer en fait une forme d'acceptation sur le fait qu'un pays mieux noté devrait a priori bénéficier d'un loyer beaucoup plus faible par rapport à un pays très mal noté. Alors, ma question serait, est-ce qu'il serait possible à terme de créer aussi une forme d'arrimage entre la notation et le taux d'intérêt éventuel que l'émetteur pourrait mettre
sur ces obligations qui seront à émettre sur le marché. Par exemple, si on établit que la Côte d'Ivoire, le minimum à accepter, c'est du 6%, est-ce qu'on pourrait utiliser ça comme un benchmark, histoire de pouvoir voir à quoi s'attendre comme taux de rendement sur d'autres types d'opérations venant d'autres pays? Merci. Alors, Stan, je vais te demander de commencer à répondre. On finira par... Commencer par la dernière question. Je crois que on l'a déjà dit, hein, c'est ça l'idée. Mais évidemment, ça viendra des discussions qui seront faites sur le marché avec le régulateur et voir quelle est la meilleure formule. Mais définitivement, il est extrêmement important que la qualité de crédit de l'emprunteur ait un impact sur le taux d'emprunt. Et ça, sur tous les marchés matures, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison que ça marche pas, ça fonctionne pas sur notre marché. C'est peut-être un marché qui est encore en développement, oui, mais ce serait bien d'aller très vite parce que bon, on est dans un monde en mutation qui va très vite. Donc, ce serait bien justement de se mettre à jour en créant justement ce lien corrélaire direct entre la qualité de crédit et le coût de l'emprunt. Alors, pour la question sur les green bonds, bon, en fait, il y a une méthodologie qui est standard. Hein, il y a une méthodologie qui est standard. Maintenant, en fonction de la spécificité du secteur d'activité ou de l'entité notée, parce que vous avez plusieurs catégories de risques. Hein. Vous avez les risques souverains, donc, qui vient avec une méthodologie. Il y a une méthodologie de base. Et bien, il y a des spécificités pour les souverains, spécificités pour les corporates, pour les institutions financières, pour les instruments financiers et pour les entités publiques et les collectivités locales. Non. Les émissions obligataires, évidemment, ont des spécificités, mais qui partent sur la base d'une méthodologie de base, et ces spécificités-là sont prises en compte. Quand on vous parle de soukouk, évidemment, il y a une spécificité islamique qui sera forcément prise en compte. Quand vous avez les green bonds, évidemment, il y a une spécificité environnementale qui sera prise en compte, ainsi de suite. Donc, en fonction des spécificités, il y a ce qu'on appelle des livrables qui découlent des méthodologies qui s'adaptent à ces différentes spécificités-là. Voilà. Et je crois que la troisième, c'est pour Anouar. Ouais. Je vais commencer par vous, madame. Un investisseur étranger qui achète des obligations en francs CFA doit prendre en compte la notation en francs CFA. Le risque de non-transfert, c'est quelque chose de totalement différent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si vous avez un investisseur international qui va acheter des bonds ou des obligations libellées en francs CFA, vous nous les envoyez. On va s'occuper d'eux avec vous. Et on arrivera à les convaincre. Ça fait 22 ans qu'on fait ça. On arrivera à les convaincre. Alors après, est-ce qu'ils vont libérer les sous? Ça, c'est une autre histoire. Et à quel taux? Ça, c'est une autre histoire. Ce qui me permet de répondre à votre question, cher monsieur, moi, je ne crois pas que le régulateur devrait imposer quoi que ce soit. Je pense que c'est le marché qui doit faire son boulot. Comment on le fait? On peut travailler ensemble, si vous le voulez, sur une sorte de tableau de correspondance entre ce qui nous semblerait être un taux cible pour un triple A, un taux cible pour un single A, un taux cible pour un 3B, etc. etc. Et à cette occasion-là, on aura la possibilité de documenter ce tableau de correspondance. Alors qu'on pourra partager ensuite avec les SGI, les banquiers centraux, la UT, et puis qui veut bien entendre parole d'évangile. Cher monsieur, a-t-on des méthodologies pour les obligations vertes? Oui. A-t-on une méthodologie spécifique pour la finance islamique? Oui. Et une méthodologie spécifique pour les soukouks? Oui. À la fois les soukouks de titrisation et les soukouks dits asset-based. Aucun problème, on peut le faire. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous envoie les méthodologies, mais tout ça existe. Avec plaisir. Je voulais juste rajouter un point sur les investisseurs étrangers qui veulent investir en CFA. Je crois qu'il est extrêmement important de rappeler à ces investisseurs, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se mette dans une logique de on veut absolument attirer des investisseurs étrangers, donc évidemment on fera des compromis. Non. Vous venez emprunter en CFA, vous n'allez pas demander qu'on vous rembourse en devise. Non, vous empruntez en CFA, on vous rembourse en CFA. À vous de voir quelle est la possibilité de rapatrier vos devises de ce pays-là. Hein. Donc, dans votre due diligence, vous allez regarder quelle est la politique de transfert de devises de ce pays-là ou de cette région et quel est le niveau de réserve de devises
cette région, mais ça n'a rien à voir avec l'investissement que vous faites, parce que l'investissement que vous le faites en monnaie locale, et vous ne pourrez pas demander quand vous payez en devise, on vous rembourse dans la même monnaie, et après, vous voyez quel est le risque de transfert de ces devises-là à l'extérieur ou pas. Voilà. Et juste rectifier quelque chose, hein, je disais que et je crois que je l'ai dit en mon propos liminaire, c'est l'idéal, c'est d'avoir le marché comprendre le lien entre justement la notation financière et le coût de l'argent. Maintenant, les discussions qu'il faut entreprendre, parce qu'à la fin de la journée, il faut trouver une solution. Quelle serait la solution pour pouvoir créer ce lien-là? Est-ce que c'est une discussion de marché? Est-ce que c'est une discussion avec le régulateur? Mais à la fin de la journée, ce sera un compromis. Quel que soit d'où ça vient, ce sera un compromis. Quel est le compromis qui servira de solution? Parce qu'il faut trouver une solution, parce que sinon on est dans une incohérence. Il faut trouver une solution pour créer un lien entre la qualité de crédit et le coût de l'argent. Voilà. Merci Stan, merci Anouar. Nous avons une question d'une auditrice sur Zoom, Madame Cissé. Dans la zone UMOA, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui influent plus sur la décision des investisseurs? Première question. Deuxième question, comment faire pour donner plus de confiance aux notations en monnaie locale? Stan, tu veux commencer? Pourquoi plus de confiance? Enfin, nous faisons un travail remarquable, on l'a déjà dit, et ça fait longtemps qu'on le fait. Et d'ailleurs, notre juge, c'est le marché. Parce qu'en réalité, si vous voulez, vous n'avez pas besoin d'être agréé pour faire de la notation financière. C'est une société commerciale. Vous avez besoin d'être agréé pour qu'on reconnaisse votre note. Et si vous regardez dans la réglementation du marché de l'UEMOA, pour être agréé, il faut avoir déjà noté. Bon, peut-être qu'ils ont enlevé ça, mais au début, nous, en tout cas, quand nous, on devait être agréé, il fallait absolument montrer qu'on avait déjà noté. Donc, ça veut dire que le régulateur veut que le marché vous fasse confiance d'abord, avant que lui n'accepte vos notes. Et ça fait 15 ans qu'on le fait. Et je pense que si on ne faisait pas confiance à ce qu'on faisait, on n'aurait pas un portefeuille de plus de 100 entités à travers l'Afrique. Et on laisserait, ce serait su, hein, vous ne pouvez pas tricher en notation financière de toute façon. Donc la crédibilité, elle est là, elle existe. Si vous dites que quelqu'un est 3A, pour justifier qu'il est 3A par écrit, ce n'est pas le plus compliqué. Ceci dit, sur le marché, il ne pourra pas se comporter en 3A s'il est C. Pour raconter ce que vous voulez, s'il est C, sur le marché, il va se comporter en C, pas en 3A. Donc évidemment, si vous n'êtes pas crédible, ça se saura tout de suite. Voilà. Bon, je vais utiliser l'argument de transitivité. Vous faites confiance à Moody's, Moody's me fait confiance, donc vous me faites confiance. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. La première chose. Merci Madame Cissé pour la question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui pèse le plus dans les notations en Afrique de l'Ouest? Ça, c'est une question hyper subtile. Ce sont les facteurs institutionnels. On discute beaucoup avec les investisseurs, hein, qu'ils soient étrangers, régionaux, locaux ou même limitrophes. Et ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que dans ce pays, cette entreprise, elle est stable? Est-ce que ce pays est stable? La deuxième chose qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'il est crédible, donc est-ce qu'il est transparent? Et enfin, c'est est-ce que ces politiques sont soutenables? C'est-à-dire est-ce qu'il y aura un choc ou pas? Donc en l'occurrence, nous on n'a pas de boule de cristal, on utilise nos méthodologies, et plus on répond favorablement à ces questions, plus en général on a des coups de fil. Plus on est sceptique sur ces questions-là, moins on en a. Voilà grosso modo ce qui pèse le plus dans nos notations, et vous remarquerez si vous lisez nos méthodos qu'on est entre 40 et 45% de taux de pondération de ces facteurs-là. Voilà, cher ami. Très belle question de Madame Cissé. Merci, en ligne. Merci. Vous noterez que tous les deux sont influencés par la culture américaine. Il y en a un qui fait ce qu'on appelle du push selling. Je vous laisse deviner lequel. Il y en a un autre qui fait du pull selling. L'air de ne pas y toucher. Il est aussi là. Et il vous invite à venir voir son agence de notation. Y a-t-il d'autres questions, mesdames et messieurs? Oui, une question à gauche. Et il y avait quelqu'un dans le fond, à droite? Deux questions à gauche, s'il vous plaît. Salut. Bonjour, Ousmane Diouf, Blue Ark Invest.
Moi, je pense que j'ai bien compris la question d'Estelle. Donc, je voulais juste apporter une remarque. Et je pense qu'elle a vraiment raison. C'est-à-dire que les investisseurs, l'objectif, je pense, c'est de développer le marché secondaire. Donc, quand un investisseur vient, c'est normal qu'il se pose ce genre de questions. Donc, si on lui dit il n'y a que 2 notations et vous avez à choisir entre ces 2-là, peut-être il va aller voir ailleurs. Donc, je pense que ce serait peut-être mieux d'avoir une notation intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire d'avoir peut-être une pondération qu'on ferait selon le risque que cet investisseur-là est prêt à supporter. C'est-à-dire qu'on peut essayer de trouver une notation intermédiaire entre ces deux-là, au lieu de dire à l'investisseur, soit de vous l'envoyer et que vous le convainquez, ou sinon il va aller voir ailleurs. Donc je pense que c'est juste une question peut-être de pondération et d'essayer de trouver, en tout cas, de ne pas laisser l'investisseur partir ailleurs, quoi. Anouar, une seconde. On va prendre une question. C'était juste ce remarque. Merci, monsieur. Merci. On va prendre une deuxième question. Oui. Voilà. Vous avez été patient, merci. Okay, merci beaucoup. Moi, c'est Dr Aliou Fall. Je suis économiste-chercheur, coordonnateur du laboratoire des finances pour le développement. Nous avons noté une volonté manifeste des présidents, en tout cas des États de l'Union africaine, qui veulent mettre en place une agence de notation panafricaine. Voilà, moi, ma question, c'est par rapport à cette agence, une fois que le projet aboutit, quel serait en tout cas le lien entre l'agence panafricaine qui va être mise en place et ce que vous êtes en train de faire actuellement dans le cadre de la notation souveraine? Merci beaucoup. Alors, déjà pour le premier commentaire, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire de notation financière en fonction des besoins des investisseurs à chaque fois que vos investisseurs vous parlent, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Je crois que, je ne sais pas exactement ce que vous appelez une notation intermédiaire, mais bon, je crois qu'on a expliqué de façon très claire qu'il y a une méthodologie et qu'il est important d'expliquer aussi les réalités aux investisseurs. Beaucoup d'investisseurs ne sont pas forcément des gens qui comprennent les détails de l'évaluation qu'on fait. Donc c'est juste leur expliquer comment ça fonctionne. À mon avis, ils finiront par comprendre que la notation, ou quand vous empruntez dans une monnaie ou embauchez dans une monnaie, donc on ne va pas des éléments qui ne rentrent pas dans la méthodologie de cette monnaie. On pourra vous orienter, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que vous investissez en CFA. Si vous empruntez en CFA, vous remboursez en CFA, mais vous voulez vous rassurer que vous avez la possibilité de rapatrier ces fonds-là, vous le ferez. Et d'ailleurs, je crois que ça rejoignait une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, où vous nous demandez la différence entre la notation financière et le risque pays. Le risque pays est intégré dans la notation financière, mais il y a un exercice qu'on appelle aussi un rapport que Bloomfield sort chaque année sur différents pays, qui est un rapport des risques pays, qui là, lui, n'est pas une notation classique, mais établit la cartographie de risques d'investissement dans le pays, qui est certainement une analyse beaucoup plus large sur un certain nombre de paramètres qualitatifs et quantitatifs qui va montrer l'attractivité de ce pays-là. Maintenant, là, sur l'argent de notation panafricaine, je crois qu'on a déjà eu des discussions avec le peer review en Afrique du Sud et avec différentes structures. Et d'ailleurs, avec le président le past président de l'UEMOA, dont le président du Sénégal, dans une discussion ici au Sénégal, où j'expliquais que on ne peut pas avoir une agence publique, ça ne fonctionnera pas. Il est extrêmement important de comprendre qu'une agence publique ne fonctionnera pas. Les Européens y ont pensé, c'était une idée du président Sarkozy. Je crois que très rapidement, il a abandonné cette idée. Il ne peut pas avoir d'agence publique qui soit indépendante, c'est quasiment impossible. Et nous sommes déjà des agences panafricaines, donc je ne sais pas pourquoi on viendrait
créer une agence qu'on appellerait une agence panafricaine. Je ne sais pas vraiment ce que ce serait, mais je crois que c'est peut-être mettre plus l'accent sur le travail que les agences panafricaines qui existent déjà font. Comment créer un cadre qui permettrait de renforcer le travail de ces agences-là déjà pour les emmener à un niveau où elles noteraient tous les 54 pays. D'ailleurs, si tous les 54 pays se font noter par toutes les agences panafricaines, oui, on crée un vrai marché de notation financière panafricaine et une vraie importance de la notation financière en monnaie locale. Donc, je comprends la préoccupation des chefs d'État africains et c'est la raison pour laquelle les agences panafricaines que nous sommes existons. Et maintenant, il ne s'agit pas de créer une agence publique parce qu'elle ne fonctionnera pas, mais il s'agit plutôt d'améliorer l'environnement des agents de notation financière qui existent déjà et consolider leur capacité à pouvoir noter sur tous les continents. Par exemple, créer un agrément unique africain qui permettrait à chaque agent de notation panafricaine qui existe d'acquérir cet agrément et de pouvoir noter dans tous les 54 pays. Donc, ce genre d'outils qui pourrait justement renforcer les capacités de ces agences panafricaines qui existent déjà. Voilà. Merci Stan. Rien à rajouter, je souscris à 100% au propos de Stan. Parfait. Alors, messieurs, est-ce que vous avez un mot de la fin? On termine. Alors déjà, je voulais remercier UEMOA Titres de cet exercice parce que je pense qu'il est extrêmement important. Après toutes ces années de notation financière, il était important de faire un peu le bilan et je trouve assez intéressant cette initiative de rencontre de marché chaque année qui permet justement de mettre en relief les différentes problématiques du marché et de discuter et trouver des solutions parce que c'est comme ça seulement que nous allons améliorer notre marché. Et puis, oui, je crois qu'aujourd'hui, la notation financière en monnaie locale dans la sous-région est arrivée à une certaine maturité et qu'il faut continuer à encourager les entreprises à se faire noter et de ne pas attendre quand elles ont une émission obligataire pour se faire noter, mais établir leur qualité de crédit, c'est extrêmement important parce que ça permet déjà, en mettant en relief les points forts et les points faibles, de mettre en place une stratégie d'amélioration de leur performance. Donc vraiment, merci à UEMOA Titres et merci à tout le monde d'ailleurs pour votre attention et pour votre présence, parce que je vois que depuis ce matin, la salle ne désemplit pas. Et merci à Gilles et Nadia pour cette excellente modération. Merci. Bah écoutez, je rejoins Stan dans les remerciements et mon groupe m'a demandé de vous faire une promesse. Celle d'être à votre service pour vous fournir des informations qui soient à la fois de bonne qualité, mais aussi relativement faciles à lire, malgré parfois la complexité de nos modèles, et d'être un petit peu moins enclin à calculer et un petit peu plus à communiquer. Donc nous vous promettons que nous serons au service du marché des titres publics pour vous, de telle sorte à ce que vous puissiez au mieux tarifer vos risques et au pire vous en prémunir. Voilà, merci Gilles et Nadia pour cette invitation, c'était très sympa. Merci, marquons de nos applaudissements, tous nos remerciements à messieurs Assoun et Zézé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.